Prenez soin de vous, un podcast par Uriel Attias, ostéopathe. Les fractures de fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dessus ? Il y a plein de choses à dire dessus. On en parle énormément ces derniers temps. Bon, moi j'ai un biais énorme, puisqu'en cabinet, il n'y a pas une semaine qui passe sans que ça fasse partie de mes suspicions sur des patients que j'accompagne et que je suis. Pareil pour des kinés avec qui je bosse et avec qui on va s'adresser les patients justement pour le suivi. Donc on a un vrai biais de recrutement entre guillemets parce qu'on va être plus exposé à ça que potentiellement d'autres thérapeutes par les patients qu'on suit en cabinet. Alors, est-ce qu'on en parle trop ? À mon avis, oui, mais ça ne regarde que moi. On va donner un exemple qui est complètement différent de la fracture de fatigue et après on y revient. On va parler des ganglions thyroïdiens. Et il y a eu des études rétrospectives, c'est-à-dire qui ont été faites vraiment des années après, pour étudier l'intérêt ou non d'opérer sur des problématiques liées à des ganglions au niveau de la thyroïde en prévention de cancer thyroïdien. Donc il y a eu tout l'effet post-Tchernobyl où en Europe on s'est un peu excité avec la thyroïde. Il y a eu une recrudescence de pathologies thyroïdiennes, c'est indéniable. C'est pour ça qu'il y a eu de la supplémentation en iode dans l'alimentation. C'était pour un peu mieux nourrir nos thyroïdes. Mais en gros, il y a beaucoup de patients qui ont été opérés parce qu'on identifiait de plus en plus de ganglions thyroïdiens. Donc les patients ils venaient en cabinet, on les palpait, ah t'as un ganglion, d'accord, ok, attention ça peut évoluer, ça peut devenir cancérigène, on va venir t'opérer. Donc parfois c'était des résections partielles de thyroïde, parfois totales, parfois on enlevait les ganglions, bref, il y a plein d'actes chirurgicaux qui ont été effectués. Et il y a eu une étude rétrospective qui a été faite. Donc cette étude elle comparait les patients qui ont été opérés et les patients qui n'ont pas été opérés de la thyroïde. Et plusieurs choses étaient évaluées. L'espérance de vie et la qualité de vie. Et on s'est rendu compte dans les deux populations que l'espérance de vie, elle était significativement la même. Et la qualité de vie, elle était peut-être diminuée dans le groupe opéré. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez votre médecin si vous avez des ganglions au niveau de la thyroïde et que s'il vous dit de vous opérer, il faut dire « ah, machin, etc. » Non. S'il y a des lésions cancéreuses, là, faites votre suivi avec votre médecin et avec votre oncologue, c'est lui le spécialiste, il a l'habitude de suivre ça et moi, je ne suis personne pour me prononcer à ce sujet. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que comme l'imagerie, les échographies ont beaucoup progressé, on a eu tendance potentiellement à surdiagnostiquer des petits ganglions qui en fait n'étaient pas forcément grand-chose et qui n'allaient pas forcément évoluer vers quelque chose de plus grave. Et on a peut-être eu tendance à suropérer ces problématiques-là, donc ça veut dire que c'est des patients derrière qui ont des traitements médicamenteux à vie, etc. Donc il y a une certaine pénibilité. Et donc il aurait peut-être fallu laisser certains d'entre eux, suivre certains d'entre eux, regarder l'évolution et voir ce qu'il en est. On suit les ganglions ils n'augmentent pas de volume, il n'y a pas de cellules cancéreuses, on n'opère pas. Pas dire à visée préventive, on opère, etc. Donc ça, c'est aussi dû à la progression de l'imagerie. On en revient aux fractures de fatigue. L'imagerie, elle a énormément progressé ces dernières années. Donc, on a tendance potentiellement à identifier et à mieux identifier, d'ailleurs c'est tant mieux, certaines lésions et à les identifier aussi beaucoup plus tôt en termes de grade. Une fracture de fatigue, il y a différents grades, il y a différentes longueurs, profondeurs, il y a plein de paramètres qui rentrent dans une fracture de fatigue. Donc une fracture de fatigue, juste pour définir un petit peu ce que c'est trop de contraintes exercées et donc du coup, la corticale de l'os, la partie la plus externe, va avoir tendance un petit peu à se fissurer et donc c'est pas une fracture qu'on pourrait voir sur un traumatisme direct. Quelqu'un qui va venir se péter le bras sur un choc,
Là, on peut parler de fractures complètes. C'est parfois des fractures qui sont plus étendues, potentiellement déplacées. La fracture de fatigue, on va dire, on va faire un peu la pub de Carglass là, c'est un peu le petit impact qui peut se fissurer de plus en plus. C'est une bonne image et j'aime bien l'employer avec les patients en cabinet pour leur dire aussi derrière d'adapter. Une fracture de fatigue, elle peut être un peu symptomatique, c'est-à-dire que le patient, il va identifier des symptômes, une gêne, une pénibilité, une douleur qui peut être reproduite sur certains paramètres. Parfois, sans imagerie, uniquement avec de la quantification et de la réadaptation, on peut corriger ces problématiques. Donc ce que je veux dire, c'est que la fracture de fatigue n'est pas forcément catastrophique et hyper grave. On a peut-être tendance à en voir plus aussi par la progression de la qualité d'imagerie ces dernières années et pas que par plein de choses à côté. Puisqu'il y a plein, par exemple sur la course à pied, il y a un questionnement sur, par exemple, le matériel. Est-ce que l'apparition des chaussures en carbone, avec plaque carbone, n'aurait pas augmenté la prévalence de fractures de fatigue? Je vous dis ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Mon avis là-dessus, il regarde que moi et en vrai, on s'en fout, puisque c'est pas objectif. Moi, je pense qu'un défaut de variation de contrainte par une mauvaise rotation de paires de chaussures, ça peut mener à ça. Je m'explique. Quelqu'un qui va utiliser des chaussures tout le temps maximalistes, hyper compensées, donc vraiment avec beaucoup d'épaisseur, potentiellement beaucoup de drop, qui va avoir tendance à décharger la chaîne poste, donc à décharger le tendon d'Achille, le mollet, etc. Donc qui va donner quand même un certain confort à l'effort parce que ça enlève de la pénibilité ailleurs. Ça fait moins travailler certaines zones et donc du coup, le fait qu'il y ait moins de rotation de paires ou que la rotation de paires se fasse sur des paires qui ont des paramètres qui sont assez similaires, donc qu'on n'emploie que des chaussures maximalistes, pour moi, ça fait partie des facteurs qui augmentent le risque de déclencher une fracture de fatigue chez le coureur. Ça, c'est pour moi. Je ne sais pas où est-ce qu'en sont les études à ce niveau-là. À mon avis, c'est très dur à évaluer. Si j'ai un retour, je vous le ferai parvenir dans les prochains épisodes à ce sujet. Mais voilà, tout ça pour vous dire que on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire la quantification de l'effort et aussi savoir s'écouter. Quand vous avez une problématique qui vient, ça ne sert à rien de taper dedans, quand vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution pendant et à froid. Si pendant l'effort, il y a une douleur qui passe pas, qui se module pas, et qu'après l'effort, elle est encore présente, et que ça a tendance à augmenter au fur et à mesure des jours, des semaines, etc., ce truc de j'ai mal à chaud, j'ai mal à froid, j'ai mal à chaud, j'ai mal à froid, et que la douleur augmente, au début c'était 1 sur 10, là c'est 2, là c'est 3, là c'est 4, il y a quelque chose qui ne va pas là dans votre gestion de l'effort. Donc, avec une bonne adaptation, diminution de la contrainte et réadaptation, ça peut tout à fait le faire. Je vais vous donner l'exemple. Cet été, moi, par exemple, il y avait le marathon des JO, là, le marathon pour tous. J'ai changé de paire de chaussures pour une paire de chaussures qui était beaucoup plus dynamique. C'est pas la faute de la paire de chaussures. C'est la faute de moi qui ai mis une contrainte qui était très importante avec cette paire-là. J'ai changé de paire hyper dynamique. Du coup, moi, j'ai envoyé sur 2 séances et après, derrière, j'avais l'impression d'avoir le tibia, mais scié en 2. J'avais hyper mal au tibia. Est-ce que je me suis dit, merde, il y a le marathon qui approche, il faut absolument que je fasse mes sorties, etc. Non. Là, je me suis dit, ok, il faut que je me traite. Donc, la douleur, là, elle n'est pas normale. Je ne la connais pas. Ce n'est pas une douleur connue. Le sport, je le pratique. Donc, du coup, là, je commence un peu à avoir une compréhension des contraintes. Oui, des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir mal au tibia parce que je charge sur cette semaine-là. Cette douleur-là, je ne la connaissais pas. Elle était assez importante et je n'ai pas aimé. Donc, du coup, je l'avais à la marche. Ok, ça fait beaucoup. Déjà, je vais me décharger. J'arrête de courir tant que je ne comprends pas ce que j'ai. Comme il y avait une échéance et que j'avais besoin d'avoir une compréhension rapide et que, à cause de mon biais en cabinet, comme je vois beaucoup de patients qui ont des fractures de fatigue, je me suis dit c'est ça.
j'ai été vite passé en IRM. L'IRM a montré un œdème osseux plus ou moins important, pas d'atteinte de la corticale, la partie extérieure de l'os, nickel, pépito. Et bah très bien, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revu ma quantification. Pendant 2 semaines, j'ai adapté. Donc la première semaine, j'ai pas du tout couru. J'ai fait que du vélo en salle pour entretenir mon cardio. J'ai fait des exos de renfo ailleurs pour avoir des myokines, des petites hormones qui se baladent dans mon sang et qui vont venir avoir un effet bénéfique sur ma perception de douleur et potentiellement aussi sur une diminution de l'inflammation en local au niveau de mon os. Et ensuite, quand j'avais plus de douleur à la marche, critère positif, je me suis dit, ok, eh ben, je vais voir doucement avec de la course. Donc au début, j'ai couru un petit footing de 30 minutes. C'est passé, pas de douleur à froid, etc. Allez, j'ai remis un peu plus. Ok, c'est passé, etc. Et j'ai pu faire le marathon. Bon, il s'est pas bien passé, mais c'était pour d'autres raisons. Mais en tout cas, cette douleur-là, c'était le pire marathon pour moi niveau temps. J'ai fait 3h45, ce qui pour les temps que je visais n'était pas ce que je voulais. Bref, on s'en fout, je vais arrêter de parler de moi. Mais en tout cas, la douleur, alors que l'effort il s'est prolongé dans le temps, 3h45 d'effort, même si c'était alterné avec de la marche, bah, ça reste quand même important comme contrainte à tolérer pour mon corps, et bah, ça s'est très bien passé. Donc, tout ça pour vous dire, les fractures de stress, les fractures de fatigue, pour moi, on en voit beaucoup pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est la progression de l'imagerie. Et l'autre raison qui pour moi est la plus importante, c'est une mauvaise gestion de la charge d'entraînement de la part des patients qui sont sportifs. Est-ce qu'il n'y a que des sportifs qui font des fractures de stress? Pas du tout. Ça arrive aussi sur d'autres gens et ça, c'est plutôt dû à une problématique de conditionnement du corps. Le corps et les tissus ne sont pas assez résilients et résistants parce que on ne leur a pas appliqué au préalable assez de contraintes. Et donc du coup, les tissus s'affaiblissent et donc pour un effort on va courser un bus parce qu'on est en retard, bam, il y a un méta qui pète ou quoi que ce soit. Alors là, est-ce que c'est une mauvaise gestion du patient? A priori, on est censé tolérer le fait de pouvoir courir après un bus. C'est plutôt une mauvaise gestion au quotidien. Donc ça, c'est une mauvaise gestion de l'hygiène de vie d'un point de vue global. Et donc là, il y a des choses qui sont à revoir et il faut augmenter la capacité de résilience du corps par de la réexposition graduelle à l'effort. Et voilà, donc que ça soit pour le sportif qui en déclenche ou pour quelqu'un qui n'est pas sportif qui en déclenche, il y a un problème de gestion de sa charge, soit trop de charge, soit pas assez de charge en amont, et donc du coup, on peut se retrouver malheureusement avec ces fractures de stress, ces fractures de fatigue, et voilà. Donc j'espère que ça n'a pas mis plus de questionnements dans votre tête que ça a généré de réponses.